7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le dernier graphique de l'INSEE concernant l'évolution de la natalité en France est sorti et le résultat est sans appel. 45 000 naissances de moins que l'année dernière, une chute vertigineuse de près de 7% qui inquiète les Français. À l'origine de ces chiffres, nous pouvons retrouver différents facteurs tels que la baisse du nombre de femmes en âge de procréer, la baisse de la fécondité, l'insécurité économique ou encore ce que certains appellent aussi l'éco-anxiété, une sorte d'angoisse écologique. Et au-delà de toutes ces causes, ce sont les conséquences qui inquiètent les Français et surtout la crainte que le mouvement s'accélère sans que nous ne parvenions à l'enrayer. Alors avec nous pour répondre à ces questions, Alexandre Nicolic, membre du Conseil national du Rassemblement national et président du groupe Rassemblement national au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Bonjour Alexandre Nicolic. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Alors, vous avez entendu tous ces chiffres, c'est le plus faible nombre de naissances sur un an depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 10 ans, on comptait 124 000 naissances de plus en France. Comment est-ce que vous expliquez une telle baisse du taux de la natalité ? Bon, après, ça s'explique par plusieurs raisons. Alors là, vous avez évoqué effectivement le problème économique, la peur de se projeter. Il faut savoir qu'on est le peuple le plus pessimiste d'Europe. 72% des Français pensent que l'avenir sera plus négatif pour eux et pour leurs enfants, 16% de plus qu'il y a 2 ans. Donc, il y a une inquiétude pour l'avenir qui empêche certains Français de se projeter, de faire des enfants, voilà, de créer leur foyer. Il y a la crise du logement, il y a la crise du pouvoir d'achat qui inquiète beaucoup de Français. Donc, ça, vraiment directement sur ce problème économique, nous, au Rassemblement national, on avait une grande mesure pendant la présidentielle qu'on soutient toujours, c'est ce prêt à 100 000 euros pour les jeunes couples qui ont 30 ans de moyenne, moins de 30 ans de moyenne, et ce prêt de 100 000 euros qui ne serait plus à rembourser à partir du troisième enfant. Ça permet déjà de faciliter l'achat d'un logement immédiatement, et on voit avec les difficultés d'obtenir un crédit que ce ne serait pas du luxe en ce moment. Et ensuite, donc, d'avoir son bien, d'avoir son foyer, et à partir du 3e enfant, d'arrêter de rembourser ce prêt. Et ça, on pense que ça peut être une incitation directe face aux inquiétudes pour pouvoir inciter certains qui ont peur justement d'avoir des enfants. Voilà. Alors ça, c'est les inquiétudes économiques, Oui. mais au début de votre réponse, vous évoquiez d'autres inquiétudes Oui. qui sont plus profondes. Il y a ce manque de confiance. Déjà, est-ce que c'est à tort ou à raison ? Et ensuite, par quoi ça s'explique aussi ? Alors, le manque de confiance, il peut s'expliquer par justement un déclin récent sur certains points. Il est plus difficile aujourd'hui de se soigner. Beaucoup d'endroits, notamment dans la ruralité, il y a pas suffisamment de médecins. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Aujourd'hui, on avait, il y a quelques années, on avait encore le numerus clausus qui bloquait le nombre d'étudiants en médecine formés. Maintenant, il va y avoir, il y a eu la fin du numerus clausus, mais il faut du temps pour qu'il y ait plus de médecins. Vous avez le pouvoir d'achat et l'inflation qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Français ont peur, comme je le disais. Vous avez l'éco-anxiété, mais des gens qui sont persuadés que la planète va disparaître et qu'en faisant des enfants, ça va inciter, que la planète va moins bien se porter. Ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup. De plus en plus chez les très très jeunes, Ouais. en fait. Mais après, on a tendance à voir aussi que ce sentiment, il disparaît aussi quand ils grandissent un petit peu, j'ai envie de dire. Et il faut être... moi, j'ai envie de les rassurer, vraiment sur ce point-là, sur l'éco-anxiété, parce que il faut pas avoir peur du futur, du monde moderne. Vous me demandiez s'ils ont raison d'avoir peur. Je disais que les chiffres sur les dernières années sont pas bons sur certains points et peuvent amener à l'inquiétude, mais on a connu quand même pire quand même en France. Aujourd'hui, même si certains ont des difficultés à se nourrir ou autres, mais ça reste encore minoritaire. Et il faut être optimiste. Il y a des solutions politiques, notamment par rapport à ça, mais je vais pas élaborer tout le programme, sinon on va être trop long. Mais même là-dessus, il ne faut pas avoir peur du monde moderne. Je veux dire, l'IA, tout ça, c'est des choses qui inquiètent. Il faut se dire qu'on pourra s'en servir demain pour peut-être vivre mieux. Et au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, quand la médecine était encore moins bien développée, quand certains outils technologiques ne nous permettaient pas de vivre aussi bien, on vivait moins bien, c'est un fait. Donc arrêtons d'avoir peur comme ça de la modernité, de l'avenir, et essayons de s'en saisir comme la France l'a toujours fait. On est le pays qui a le plus inventé de choses. Continuons à inventer, à créer, et il faut que ces jeunes, plutôt que de
vivre dans la peur se projettent, et notamment aussi à travers leurs enfants qui eux aussi créeront. C'est ce qui a toujours fait la grandeur de la France. Alors, on a évoqué donc ces angoisses écologiques, économiques, tout ce qui était relatif aussi à la santé. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est responsable en partie de ces angoisses ? Oui, je l'ai dit. Aujourd'hui, si on fait un bilan depuis 7 ans qu'Emmanuel Macron est au gouvernement, il y a un déclin à peu près sur tous les sujets. On a la balance commerciale la plus déficitaire depuis 1949, ce qui fait dire au commissariat au plan qu'on a une économie d'un pays en voie de développement. J'ai parlé de la santé, de la sécurité, justement aussi du ressenti commun, de faire peuple, parce que c'est aussi une des inquiétudes pour une partie des Français, avec une définition de ce qu'on est qui n'est plus très claire, et des vagues de gens qui aussi arrivent, une immigration avec des références de valeurs qui sont totalement différentes sur la manière de voir les femmes, sur la manière de se ressentir français, de partager une histoire commune notamment. Et cette fin d'exigence d'assimilation, et avec des gens qui arrivent de plus en plus, et des naissances, parce que c'est aussi intéressant quand on regarde les chiffres précis sur la natalité. On n'a pas encore les chiffres pour 2023 sur la part des enfants de parents nés à l'étranger, mais on a les chiffres de 2022 où c'était 233 000. On voit cette part qui augmente systématiquement d'année en année. On était à peine à 100 000 il y a 20 ans, alors qu'on avait plus de 800 000 naissances. Là, on va descendre à 700 000 naissances. On voit donc que ça représente plus d'un tiers des naissances, avec des vraies disparités. Par exemple, les personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne ont 3,3 enfants par femme. Les personnes nées au Maghreb ont 2,3 enfants par femme. On pourrait se dire que ce n'est pas un problème. Leurs enfants vont devenir français, mais dans un contexte où il y a un repli sur soi communautaire, culturel, ce ne sont pas souvent, et je parle de manière généraliste, il peut y avoir évidemment certains qui vont se ressentir français, mais ce ne sont pas des enfants ensuite qui peuvent avoir des références de valeurs comme on peut les avoir, et ça a des conséquences sur la vision de plein de choses. Si aujourd'hui la moitié des lycéens ne remettent pas, disent que le droit au blasphème devrait être interdit, ou sur la vision de l'homosexualité, sur la vision de la femme, je le disais, quand on regarde des chiffres sur les très jeunes, et ça a une influence même sur l'ensemble sur une grande partie de la jeunesse, parce que ce sont des jeunes avec qui ont ce ne sont pas que des chiffres, je veux dire. Et on parlait souvent des immigrés, mais là on peut parler aussi des naissances de personnes et de jeunes qui vont avoir ces références de valeurs qui peuvent être très 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 différentes, et ça a des conséquences sur ce qu'on est ensuite. Donc c'est aussi une inquiétude, mais là c'est il faut retravailler évidemment cette assimilation et cette exigence qui doit être une intransigeance sur comment on obtient ensuite la nationalité française. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet, mais quand on parle de natalité et démographie, c'est essentiel de ne pas voir que des chiffres, que de voir les 700 000 naissances, oui, la catastrophe, oui, depuis 1945. Et est-ce qu'il y a aussi des ressentis qui peuvent être très, très, très divergents. Vous parliez justement de 1945. En 1945, De Gaulle et tout le monde, la social-démocratie, les radicaux socialistes, le Parti communiste, tout le monde se dit il faut un grand plan, et il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place, la sécurité sociale avec les allocations familiales qui sont introduites, des instituts d'études démographiques notamment. Il va y avoir un grand plan qui est partagé par l'ensemble de la classe politique pour se dire la démographie et une natalité forte pour que la France se projette, et avec un peuple qui va permettre de justement assurer à la France un avenir, parce que quand on a une démographie forte, c'est ce qui aussi assure un avenir au pays. Et ben, il y a eu cette volonté collective qui aujourd'hui n'est pas partagée par tous. Certains vont se dire ce n'est pas très grave si notre taux de fécondité descend, était à 1,8, il va descendre à 1,7 là, et peut-être à 1,6, 1,5 comme beaucoup d'autres pays. Alors justement, pourquoi ce serait grave ? Mais je le dis parce que, en fait, on l'a vu on a parlé cette année, en 2023, des retraites, par exemple. Évidemment que le taux de natalité, c'est un impact. C'est un impact économique. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi, c'est pas... franchement, même philosophiquement et une manière d'identité, la démographie, c'est essentiel. Je veux dire, on voit la dynamique démographique peut avoir une influence. Alors là, on pourrait faire de l'histoire, mais on a le taux de fécondité le plus fort au 18e. On a la Révolution, Napoléon, et beaucoup de...
quand on a une démographie très forte, ça engendre souvent une jeunesse donc, qui est surreprésentée et qui est capable de faire beaucoup de choses et de faire évoluer un pays. Et moi, mon père était serbe, il est décédé, ma mère est portugaise. Je vois leurs 2 villages, parce que c'est des taux de fécondité très très faibles, mais ça déjà part beaucoup en Europe, mais donc au Portugal ou en Serbie, leurs 2 villages, aujourd'hui, il n'y a plus que des personnes âgées et c'est des villages qui se meurent, les maisons sont presque toutes vides. C'est la fin d'un pays quand on voit ça. Et, ça atteint la mentalité générale du territoire. C'est quand on grandit ensuite dans ce type de village. Moi, on n'en est pas là encore en France, mais ces chiffres nous amènent à aller vers cette direction-là. Et c'est des villages qui se meurent, c'est un pays qui meurt, des écoles qui ferment, et un pays qui s'efface tout simplement. Alors après, effectivement, aujourd'hui, ça peut être mal vu de parler justement de cette importance de la démographie du taux de natalité, parce que j'entends certains discours, nos corps nous appartiennent, mais ce n'est pas que ça, c'est une famille, une projection nationale, une projection d'un pays, et c'est pas une attaque contre et une volonté d'influencer les femmes ou je veux dire c'est aujourd'hui même moi j'ai 2 enfants mais il n'y a rien de plus magnifique que de transmettre d'exister encore aussi à travers ces enfants. Voilà, je peux comprendre certaines initiatives personnelles en se disant moi je ne me sens pas prêt pour avoir un enfant évidemment et c'est la liberté de chacun, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut que collectivement on ait envie de se projeter sans avoir ne voir que les points négatifs. Encore une fois, c'est magnifique. Une idéologie finalement. Mais oui, franchement, c'est dans notre nature aussi de transmettre, même si évidemment certains, encore une fois, j'insiste, je ne peux pas, mais notre rôle, c'est pas de forcer les gens, évidemment, c'est justement de trouver des moyens de faciliter le fait de faire des enfants. Je l'ai évoqué là à travers une mesure simple par rapport au logement et donc ce prêt, mais il y a beaucoup de mesures. Aujourd'hui, il faut un grand plan comme on l'a connu en 1945, encore une fois, pour que ce soit plus simple. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur quand vous travaillez. Et si je me permettre, il y a effectivement par rapport à avant, et ça touche toute l'Europe, même tout le monde occidental, il y a aussi une différence que je parlais de référence de valeur. Aujourd'hui, c'est vrai que la carrière, la visibilité sur les réseaux sociaux, de manière primaire chez les jeunes, aujourd'hui prend le pas justement sur cette volonté de créer sa famille. Mais moi, j'ai vraiment envie de dire que il faut qu'on s'adapte à ça. Et que justement on arrive à faire en sorte que ce soit jumelé à cette carrière possible, et faciliter le fait de pouvoir aider les parents qui souhaitent en avoir. Et il y a des mesures politiques à mettre en place. Aujourd'hui, le gouvernement ne le fait pas. Et ils ne sont pas d'ailleurs revenus sur il y a 10 ans, quand François Hollande avait conditionné les allocations familiales à des revenus. Et on voit d'ailleurs qu'il y a 10 ans, on était à 2 enfants par femme. Aujourd'hui, on descend à 7. Je ne dis pas que c'est directement lié, mais ça a peut-être eu aussi un impact. Donc, les politiques ont leur rôle à jouer. J'aimerais revenir sur votre village en Serbie, vos origines portugaises. Ouais. Est-ce que c'est pas un problème qu'on doit aussi envisager à l'échelle européenne ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays européens qui sont confrontés à ce problème, vous le disiez. Et puis certains commencent à mettre en place des politiques natalistes. Est-ce qu'on ne peut pas s'en inspirer ? Est-ce qu'on pourrait imaginer des solutions communes ? Alors, il y a la Hongrie qui est... moi, je parlais du prêt de 100 000 euros. Monsieur Orban a mis le prêt à 30 000 euros. On a vu une évolution de 0,2 en plus. Donc, on voit que ça peut avoir un début d'impact. Donc, après, chaque pays a aussi ses visions. Je pense qu'il faut déjà qu'on essaie en France de maintenir ou de réaugmenter surtout le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme. Désolé de dire taux de fécondité quand on parle d'enfants, c'est bizarre, ça déshumanise. Mais je pense que après, c'est difficile d'un point de vue européen. On a déjà du mal à mettre des mesures en place en France, mais on avait vu qu'il y a une évolution énorme. Par contre, déjà depuis des années, je parlais il y a 10 ans, on était à 2 enfants par femme. Quand on regarde les chiffres dans d'autres pays, ça fait déjà 20 ans, 30 ans qu'eux étaient descendus à 1,2, 1,3, et bien en dessous du renouvellement de 2,1. Ça montre que peut-être notre politique historique, justement, sur les allocations familiales, sur des
des congés maternité qui n'est pas pratiquée partout, elle avait déjà son effet. Alors, il faut qu'on poursuive ça en France et qu'on aille plus loin, comme je le disais, avec certaines mesures innovantes. Après, on ne peut pas... évidemment que je souhaite que tous les pays européens aient plus d'enfants, mais c'est compliqué de se dire qu'on va imposer à d'autres pays, à chaque pays, à sa souveraineté et sa vision des aides pour inciter à faire des enfants. Et encore une fois, d'autres pays européens n'ont pas les mêmes soucis et c'est pas pour les mêmes raisons que les gens font moins d'enfants. Je vais finir avec une question assez simple, quoique. Si Marine Le Pen était élue présidente en 2027, est-ce que vous pourriez dire aux Français, alors non pas que la question de la natalité sera réglée, parce que bien évidemment, il y a certaines choses qui ne dépendront pas d'elle, mais en revanche que vous avez les clés en main pour pouvoir en tout cas enrayer le mouvement de cette baisse de la natalité et inverser la tendance? Je l'ai dit, je reviens sur ce prêt à 100 000 euros. Donc il y a des mesures qui sont possibles, vraiment. La suppression de l'impôt sur les sociétés pour ceux qui créent leur boîte avant 30 ans. La fin de l'impôt sur le revenu, justement, pour les moins de 30 ans. Donc c'est surtout ceux qui touchent plus de 1 400 euros. Mais on a envie qu'ils puissent se projeter économiquement. Après, effectivement, quand vous parlez d'éco-anxiété, de peur, il y a un truc aussi qu'il faut rappeler quand même, il n'y a jamais eu aussi peu de morts des catastrophes naturelles aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a construit des digues aux Pays-Bas, parce qu'on est capable aujourd'hui d'analyser des tempêtes qui vont arriver, parce qu'on est capable de faire face aussi à ça. Et ça, c'est aussi grâce à la technologie, au monde moderne, à des satellites. Donc arrêtons de se dire qu'avec la décroissance, et si on revient au XVIIIe siècle, on va mieux vivre. En 1725, l'espérance de vie, elle était de 25 ans pour les femmes. Je parle des femmes parce que les autres, ils pouvaient mourir à la guerre. Mais même, on est monté ensuite en 1800 à moins de 40 ans, mais c'était toujours moins de 40 ans. Comment on est passé de ces espérances de vie très faibles en France à aujourd'hui plus de 80 ans, c'est justement aussi par je le disais, le développement de la médecine, la manière de vivre qui est aujourd'hui, quoi qu'on en dise, plus simple quand même. Il y a des problèmes, il y a parfois des gros problèmes dans certains domaines, je parlais tout à l'heure de la santé, mais il y a des choses qu'on doit améliorer. Nous, on a un plan pour l'ensemble de ces axes qui doivent nous permettre encore de mieux vivre, mais justement en se servant aussi de la modernité, de ce qu'on est capable de faire. Et oui, on se projettera et on fera en sorte que les gens vivent mieux et soient moins inquiets dans l'avenir, parce qu'il n'y a aucune raison de l'être si on prend les bonnes décisions. Écoutez, on verra si en 2027, vous avez l'occasion d'appliquer ce fameux plan. En attendant, chers auditeurs, ceux qui sont en âge, faites des enfants, les autres, soutenez-les. Merci Alexandre Darnicolic. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du Rassemblement national et président du groupe Rassemblement national au Conseil régional du Centre Val de Loire.